Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette deuxième vidéo où je vais parler du stress post-traumatique. Donc la suite, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la regarder pour resituer le contexte. Là, cette fois-ci, je vais vous parler du coup de... Donc j'ai passé l'intervention un petit peu difficile, celle avec les enfants noyés, et donc le stress post-traumatique commence à se déclarer. Donc, comme je vous ai dit dans la première vidéo, il y a eu une phase de latence entre le moment où j'ai eu l'intervention difficile et le moment où ça a un petit peu explosé en moi. Et ce qui a explosé en moi, c'est le moment où il y a eu le déraillement de Bretigny. Et où il a fallu que je m'engage en tant que secouriste, enfin que j'y aille, et j'ai pas pu y aller finalement. Donc j'y suis pas allé, je suis resté chez moi, à me morfondre, vraiment j'étais pas bien, enfin crise d'angoisse, tout ce que vous voulez. J'ai très, très, très mal dormi. J'ai d'autant plus mal dormi que le lendemain, j'étais de garde, de nouveau. J'étais de garde, en plus, c'était un 13, je crois que c'était le 13 ou le 14 juillet, donc c'est souvent des soirées animées où on fait beaucoup d'interventions. La chance que j'ai eue le lendemain, entre guillemets, c'est que ça a été calme. On n'a pas fait d'intervention particulièrement houleuse ou particulièrement bouleversante pour moi. Mais ça a été à un moment donné, ça a été, je dirais, la garde de trop, où j'ai dit là, je ne peux plus. J'étais épuisé, je n'en pouvais plus, je croulais sous les angoisses et où je pouvais plus assurer sur les interventions. Donc j'ai décidé de m'arrêter. On était au mois de juillet à peu près, hein, voilà, mi-juillet 2013. Et à ce moment-là, je suis parti en vacances. Je suis parti en vacances, donc je me suis dit, va te changer les idées, par marcher. Donc je suis parti marcher tout seul, faire de la randonnée. Et malgré le fait que j'aille faire de la randonnée, malgré le fait que j'étais dans des paysages magnifiques, toutes les images, ces images des enfants se rappelaient à moi en permanence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, systématiquement. Ça me coupait l'appétit, j'avais du mal à manger. Du coup, je me forçais le matin, quand j'allais faire une journée de marche de 8, 9, 10 heures, eh ben, je me forçais à manger pour pas faire de malaise d'hypo derrière, hein. Donc je mangeais du riz le matin, je mangeais du sucre, enfin j'essayais de bien me remplir le ventre, et malgré ça, j'étais pas bien, quoi. Pas bien, pas bien, pas bien du tout. En rentrant de vacances, je me suis dit, il faut que tu ailles il faut que tu demandes de l'aide. Il faut que tu demandes de l'aide, tu es la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est une grosse association. Donc j'ai demandé de l'aide. J'en ai parlé, j'ai expliqué que j'étais pas bien. Il faut savoir qu'on n'avait pas vraiment eu de débriefing à ce moment-là, hein. Alors, ce qu'on appelle le débriefing ou le diffusing, comme disent les psys, c'est le moment où on va se retrouver tout de suite après l'intervention pour essayer d'exprimer tout de suite les émotions et de lâcher le plus gros dans le but justement de prévenir les troubles de stress post-traumatique. Donc nous, on n'en avait pas eu, hein, à ce moment-là. Donc la Croix-Rouge là-dessus, il faut le dire, a été lamentable, la Croix-Rouge du 92. Le directeur départemental à l'époque qui gérait tout l'ensemble du 92 a été également lamentable, nul à chier, je le dis, hein, voilà, je le dis en public, il a été nul à chier. Et tout ce qu'il a trouvé de mieux pour me soutenir, c'est me suspendre. Il m'a dit, t'es en état de trouble stress post-traumatique, je t'interdis de remonter dans les camions, t'es pas apte, tu dégages, tu t'es suspendu jusqu'à nouvel ordre. Donc un beau connard. Bon voilà, c'est-à-dire que moi je venais demander de l'aide et en lieu et place d'aide, bah, j'ai été suspendu sans autre forme de procès. Donc à ce moment-là, s'en est suivi un lent travail de reconstruction qui a été très, très, très difficile pour moi. Il faut savoir que moi, il était hors de question que je ne remonte pas dans les camions. Il était hors de question que je reste avec ce truc qui me pourrisse la vie, même si ça me pourrissait la vie, hein, véritablement. Donc j'ai commencé à penser au suicide, j'ai commencé à envisager différents scénarios, que je ne vais pas détailler ici parce que c'est pas l'objet, mais vraiment, vraiment, vraiment à envisager toutes sortes de choses à un moment donné pour faire taire la souffrance, hein. Euh, voilà, j'avais pas forcément envie de mourir, j'avais simplement envie de faire taire la souffrance. Et je m'étais dit, si ça veut passer par la mort, ça passera par la mort. J'ai fini par, je dois mon salut à une personne qui était une bénévole de la Croix-Rouge, qui était également psy, et qui était en train de se spécialiser en EMDR. Donc l'EMDR, ça veut dire c'est une thérapie Ease Movement, désensibilisation, un terme anglais finalement qui consiste à faire une thérapie, et grâce au mouvement des yeux, en se rappelant des souvenirs douloureux, on peut arriver à guérir, ou du moins passer outre ce stress post-traumatique. Donc c'est une méthode qui a été beaucoup controversée et qui finalement commence à faire son apparition. Alors commence à faire son apparition en France, du moins, enfin moi à l'époque, en tout cas, ça commençait doucement. Ça avait du mal à rentrer dans les mœurs, hein, ça avait vraiment du mal. Je m'aperçois qu'en tout ce qui est psychologie, psychiatrie en France, j'ai un peu l'impression, je donne mon avis là-dessus, hein, j'ai l'impression qu'on est complètement arriéré.
Et il y avait d'autres techniques, le MDR, je voudrais pas dire de bêtises, il me semble que ça vient des États-Unis, qui étaient beaucoup plus avancés que nous. Voilà. Là encore, je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet parce que je ne suis pas un professionnel du secteur, et que je ne suis pas non plus bien renseigné forcément sur ce sujet. Donc, je reviens à mes moutons. Cette psy faisait de l'EMDR et elle m'a proposé des séances gratuites pour me guérir, tout simplement. Et ça a été véritablement salvateur pour moi. Donc ça m'a aidé. Alors évidemment, une séance de MDR, c'est épuisant, puisqu'on va rappeler tous les souvenirs. Donc déjà, ils se réimposent à nous dans le cerveau, et là, on vient les ressentir. Donc en fait, à ce moment-là, dans les séances de MDR, moi, je me souviens que je revivais le stress, je revivais des phases où je m'étais mis à transpirer, des phases où je faisais des apnées. Par exemple, quand je conduisais en urgence en ville, des fois j'étais concentré, puis je faisais des apnées de plusieurs secondes. Quand on franchissait certains carrefours, pleine bourre, quand je regardais la maman dans les bras, dans les yeux, pardon, je faisais des apnées de temps en temps, tellement j'étais sous stress, et donc on revit complètement ça. Donc une séance de MDR, ça vide, clairement, c'est épuisant. Et donc ça m'a aidé, ça m'a permis de remonter dans un camion. Derrière, évidemment, comme le directeur avait été un connard, j'ai très très vite récupéré mon agrément de secouriste, donc la suspension n'a pas tenu. Grâce à l'aide de quelques personnes, de quelques bénévoles qui étaient bien placés, j'ai pu récupérer mon agrément et j'ai décidé de devenir chef d'intervention. Donc la formation de chef d'intervention, c'est une formation à la Croix-Rouge, qui est un petit peu la même, je pense, que celle des pompiers, qu'on appelle chef d'agré. Hein. Donc nous, à la Croix-Rouge, on appelle ça chef d'intervention, à la protection civile, ils appellent ça chef d'équipe, chez les pompiers, ils appellent ça chef d'agré, c'est la même chose. Donc c'est une formation qui est longue, qui est lourde, qui prend entre 6 et 9 mois, si on est assidu, donc qui se fait avec des phases théoriques, des phases pratiques, des évaluations sur le terrain, et on répète ça pendant plusieurs mois. Hein, donc on se retrouve en situation de chef, à la place du chef d'intervention dans un camion, et on gère les interventions. Hein, vraiment. Voilà, on est secondé par un chef en titre, évidemment, c'est une doublure, mais j'ai décidé de me lancer là-dedans. Et je sais que ce qui m'a aidé, c'était de remonter dans les camions à ce moment-là. Donc ça a été très 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 dur. Il faut savoir qu'avant les gardes, avant de me retrouver en plus en situation d'évaluer, hein, puisque j'étais évalué, toutes les évaluations chaîne d'intervention sont tracées, notifiées, on a un carnet, de sorte de pouvoir justifier derrière quand il y a une nomination, quand on domine quelqu'un chef, on estime qu'il est apte, il faut qu'il y ait des traces écrites, donc il faut qu'il y ait eu des interventions, il y a eu des bilans, il y a eu des enregistrements au SAMU, il y a des choses comme ça, il y a eu des évaluations concrètes. Et donc avant de me retrouver en garde, généralement la veille, je paniquais. Je paniquais complètement, je dormais très très mal, je faisais des cauchemars, je suais. Avant de partir le matin, j'avais des diarrhées express. Enfin, vraiment, voilà, c'était tout le corps qui se mettait en branle, qui disait, finalement, le traumatisme, hein, au fond de moi, c'était, tu vas être de nouveau confronté à la mort, tu vas être de nouveau confronté à la mort des enfants, et tu vas souffrir. Donc ça a été, voilà, ça a été dur. Il a fallu me battre contre ça. Et à force, petit à petit, de faire des gardes, de faire des interventions, ça a commencé à diminuer un petit peu. Voilà, diminuer doucement, doucement, doucement. Ça a été vraiment long, ça a été pénible, ça a été progressif, mais plus ça allait et moins je souffrais. Je peux dire aujourd'hui avec du recul que le stress post-traumatique, pour me sortir de la souffrance en tant que telle, j'ai mis à peu près 2 ans. Donc entre juin 2013 et juin juillet, août 2015, à peu près 2 ans. Vous voyez, 2 ans où il a fallu faire de l'EMDR, il a fallu remonter dans les camions, il a fallu être reconfronté à des situations. Donc finalement, remettre des images devant mon cerveau, ou le remettre dans des situations où on lui montre que tout va bien. On sait gérer, on y va, on sait le faire, on a l'habitude, on connaît. Et ça n'a pas toujours été simple, hein, parce que quand je me suis retrouvé chez d'intervention jeune chef, j'ai eu des interventions très compliquées à gérer, hein, il a fallu gérer du coup mes propres angoisses, les angoisses des secouristes, les angoisses des victimes, et je vous raconterai dans d'autres vidéos ce que ça a donné. Mais ce que je veux dire à vous, si vous regardez ceux qui regardent cette vidéo, si vous êtes touché par ce stress post-traumatique pour une quelconque raison, hein, on peut très bien être touché par le stress post-traum en ayant vu un accident, un motard se faire shooter en bas de chez soi dans la rue, quoi, hein, ça peut aller très vite. Voilà, un accident, n'importe quoi.
de quelque manière que ce soit, ou on peut être choqué également en ayant vu le corps de son grand-père, étendu dans un lit mort. Ça peut très bien provoquer un stress post-traum. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut s'en sortir. Ça demande beaucoup de volonté, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande d'accepter de se remettre en question, ça demande d'accepter de se faire aider. Et pour ma part, je dirais que ce qui m'a, aidé véritablement, ça a été d'être confronté. Et 2 ans après, enfin 2 ans et demi après mon stress post-traumatique, vous avez sans doute entendu tous parler de ce qui s'est passé. Le 13 novembre, 2015, il y a eu les attentats du Bataclan à Paris et je faisais partie des premières ambulances engagées sur les lieux. Je savais plus ou moins un jour que ça arriverait, ce genre de situation, et le fait de retourner au Bataclan, d'être confronté cette fois-ci à des scènes de guerre, hein, puisque ça fera l'objet d'une vidéo également, des scènes de guerre, ça m'a un petit peu vacciné, quelque part. Je me suis dit, voilà, je suis retourné sur les lieux d'une scène compliquée, j'ai réussi à gérer, et ça m'a un petit peu conforté dans l'idée qu'on pouvait en guérir. Alors, le Bataclan, il a aussi laissé des traces, hein, je veux dire, il y a quand même eu des images qui m'ont marqué, hein. Je veux dire, ça m'a aidé dans le sens stress post-traumatique, ça m'a quand même marqué. Je veux dire, il y a aussi des traumatismes générés par les images qu'on a vues, tout simplement. Voilà, j'en ai à présent fini avec ces vidéos sur le stress post-traumatique. Je ne sais pas si certains ont des questions, si certains veulent en savoir plus. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire en dessous. J'aurai plaisir à y répondre. S'il y a besoin d'un éclairage, d'autres choses, d'autres témoignages, ou d'approfondir ce témoignage, n'hésitez pas à le dire aussi, je pourrais refaire une vidéo. En attendant, je vais m'arrêter là. Je vais du coup continuer ma petite série. Je ne sais pas quand est-ce que je tournerai les autres vidéos, mais je tâcherai de raconter d'autres interventions vécues, euh, et j'essaierai si possible d'en trouver quelques-unes marrantes. Voilà. Bon, merci à tous, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Bonne continuation à vous.